Quelle est la teneur des lois organiques et ordinaires relatives aux défenseurs des droits? Donc une loi organique, une loi ordinaire qui ont été promulguées le 29 mars, donc tout récemment, et qui viennent achever un processus de longue durée puisque la révision constitutionnelle a été entreprise il y a plus de 2 ans et demi maintenant. Alors la loi organique qui a été adoptée, elle précise en premier lieu le statut du défenseur des droits. On savait que c'était une autorité constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel qui a eu à statuer sur la loi organique a pu préciser que c'était une autorité administrative dont l'indépendance trouve son fondement dans la Constitution. Donc une autorité administrative indépendante et pas un pouvoir public constitutionnel. Le deuxième point important peut-être à préciser concerne le périmètre d'action de ce défenseur, périmètre très controversé. Finalement, nous le savons, il y a 4 autorités qui sont prises en son sein, le médiateur, la défense des enfants, la déontologie de la sécurité et enfin la HALD qui a été introduite par le Sénat également en première lecture. On avait pensé ajouter le contrôleur général des lieux de privation de liberté, première lecture de l'Assemblée nationale, et puis finalement, enfin plutôt la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, et finalement celui-ci n'est plus dans le champ. Alors la deuxième observation importante tient, je crois, à l'architecture de la défense des droits, puisque le principe est retenu de collège qui assiste donc le défenseur des droits, mais on observera qu'alors qu'il y a 4 champs d'action, 4 missions principales, il n'y a que 3 collèges. Un pour la défense des enfants, un pour le contrôle de la déontologie de la sécurité et un pour la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. Ces collèges n'ont pas de pouvoir d'initiative puisque c'est le défenseur des droits qui leur transmet les réclamations dont il est saisi. Ces collèges vont donner simplement un avis consultatif et ils ont à leur tête un vice-président adjoint avec un plus pour le défenseur des enfants qui est nommé ès-qualité défenseur des enfants. Les autres n'ont que le titre de vice-président adjoint. Ils peuvent, le Conseil constitutionnel a marqué son souci de renforcer l'indépendance du défenseur des droits en précisant justement l'autorité que le défenseur des droits a sur ses vice-présidents adjoints et en précisant notamment que s'il leur déléguait certaines attributions, pour autant il ne s'en dessaisissait pas. Les textes adoptés sont très éloignés des préconisations du rapport du comité Balladur. Quelles dispositions importantes n'ont pas été reprises? Alors effectivement, le défenseur des droits tel qu'il ressort de la loi organique n'a plus grand-chose à voir avec les propositions ou les préconisations du rapport Balladur. En effet, 2 points étaient centraux dans le rapport du comité Balladur. Le premier concernait le renforcement du médiateur. Renforcement du médiateur par un regroupement d'autorités, d'un certain nombre d'autorités administratives chargées de la défense des droits. On considérait qu'il y avait trop d'autorités, une dilution, des chevauchements de compétences, etc. Donc, regroupement des autorités. Cette autorité devait être regroupée, les 4 qui vont l'être finalement dans la loi organique, auxquels le comité Balladur ajoutait le contrôle général des lieux de privation de liberté, la commission d'accès aux documents administratifs et la commission nationale informatique et liberté. Donc ce regroupement était beaucoup plus important. Et puis la seconde idée qui me paraît essentielle dans le rapport du comité Balladur, c'était une volonté d'assurer l'effectivité des droits fondamentaux. Et d'ailleurs, il parle du défenseur des droits à propos du renforcement des droits des citoyens. Et il s'agissait donc, d'une part, de faire du défenseur qui ne s'appelait pas, d'ailleurs le défenseur des droits, mais le défenseur des droits fondamentaux, de faire du défenseur des droits fondamentaux une autorité élue par l'Assemblée nationale à la majorité des 3/5, comme l'est le défenseur du peuple en Espagne, qui est élu par les Cortes, de façon à éviter à mettre le défenseur à l'abri des clivages partisans. Et puis, or là, le défenseur des droits est nommé par le président de la République, certes selon la procédure de l'article 13 de la Constitution qui permet à la commission permanente de chacune des assemblées de s'opposer à la proposition par un vote à 3/5 des suffrages exprimés, mais c'est une hypothèse d'école que de recueillir cette majorité. Donc on a un défenseur du droit qui est un homme de l'exécutif.
Quant au contrôle de constitutionnalité, on l'a purement et simplement abandonné dès lors qu'on introduisait dans la Constitution le fameux contrôle de constitutionnalité des lois déjà promulguées, mais dans le cadre de recours contentieux dans un procès autre, c'est-à-dire la fameuse QPC. On aurait pu imaginer que le défenseur des droits garde cette fonction-là de saisir le Conseil constitutionnel des lois déjà promulguées, ce qui aurait permis d'avoir à côté d'une saisine politique ou d'une saisine juridictionnelle qui existe actuellement, une saisine administrative. Le défenseur des droits bénéficie-t-il de pouvoirs importants? Oui, il a des pouvoirs très très importants. On a même parlé de monstre à quatre têtes à son propos. Il a d'abord un pouvoir de connaître et de régler les réclamations dont il est saisi. Et s'il n'accepte pas de les traiter, il est tenu de motiver les raisons de son refus. Donc ça, c'est un point très important. Pour traiter ces demandes, il va convoquer les personnes à qui les agissements en cause sont reprochés. Il va pouvoir se faire communiquer toutes les pièces dont il a besoin. Il va pouvoir auditionner donc les personnes, mener des investigations sur place avec des pouvoirs donc très importants dans les locaux administratifs et les locaux privés. Mais au-delà, dans les solutions qu'il peut proposer, il a la possibilité de formuler des recommandations. Il a la possibilité de faire une médiation, il peut proposer une transaction et en cas de refus de la transaction ou d'inexécution de la transaction quand elle a été réalisée, il peut mettre en mouvement l'action publique, il peut saisir l'autorité compétente pour engager des poursuites disciplinaires avec une petite restriction s'agissant des poursuites contre les magistrats judiciaires, restriction posée par le Conseil constitutionnel. Mais à côté de ce premier champ de compétences, il a au-delà un champ de compétences plus large que d'ailleurs la plupart des autorités administratives indépendantes ont, qu'il s'agisse de faire des recommandations de modification des textes de loi ou règlements, qu'il s'agisse d'être saisi sur demande donc, du Premier ministre de toute question ou de toute proposition de loi, il peut même être saisi de toute question par les présidents des assemblées. Donc un pouvoir qui est un pouvoir tout à fait riche et important. Peut-on craindre que la défense des droits de l'homme soit moins effective que par le passé? Oui, ça c'est une véritable crainte qui a été exprimée par un peu tout le monde, c'est-à-dire des parlementaires de l'opposition mais aussi de la majorité. C'est une inquiétude qui a été portée par les autorités administratives indépendantes concernées, mis à part le médiateur. C'est une crainte qui a été portée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui a rendu deux avis très importants sur les inconvénients majeurs que représente ce projet. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit absolument pas de revenir sur le principe même d'un défenseur des droits autorité constitutionnelle, mais plutôt sur, et c'est ce qu'avait préconisé la Commission des droits de l'homme, l'architecture. Chacun garde sa spécificité, a les pouvoirs en adéquation avec sa mission, et le défenseur des droits intervient comme autorité suprême, non pas avec un pouvoir hiérarchique, comme c'est le cas aujourd'hui sur les collèges, mais avec simplement une possibilité pour les autorités qui auraient été maintenues de faire appel à cette autorité supérieure, investie donc précisément d'une autorité constitutionnelle et dotée peut-être de pouvoirs plus importants que ceux qui leur sont dévolus à chacune. Donc ce n'est pas la solution qui a été retenue et c'est très dommage, parce que celle qui est retenue est en tout point très mauvaise. Parce que des pouvoirs très importants sont donnés aux défenseurs des droits, mais pas non plus toujours les pouvoirs les plus adéquats. Par exemple, s'il formule à la suite d'une réclamation une recommandation et qu'il n'est pas suivi par l'autorité qui a eu cet agissement répréhensible, que peut faire le défenseur si son injonction n'est pas obéie? Eh bien simplement publier un rapport spécial, et même pas au journal officiel. C'est-à-dire que pour, par exemple, en matière de déontologie de la sécurité, c'est beaucoup moins que ce que peut faire la commission de déontologie de la sécurité aujourd'hui. Il n'importe pas d'enjoindre, il importe surtout que l'injonction soit obéie et qu'il y ait des moyens de sanctionner la non-exécution d'une injonction. Ce que l'on peut également observer, c'est que les pouvoirs qui sont donnés aux défenseurs des droits, qui est tout puissant, sont totalement inadaptés à certaines fonctions. Donc on n'a plus d'adéquation entre les pouvoirs et la logique même des missions. Ce qui a préoccupé la Commission des droits de l'homme, c'est l'effectivité des droits.
Il ne s'agissait pas pour nous de nous interroger sur une persistance à tout prix des autorités existantes, mais plutôt de réfléchir à ce que pouvait être une meilleure défense des droits. Or, on s'est rendu compte que finalement, à donner aux défenseurs des droits des pouvoirs de toutes les autorités, de la médiation à la transaction, à l'injonction, on ne pouvait pas finalement avoir un usage des pouvoirs adapté à chaque situation. Et puis enfin, il y a un problème de faisabilité, évidemment. Cet homme ne peut absolument pas traiter seul l'ensemble des mesures, des réclamations dont il devra traiter. Plus de 50 000 réclamations à traiter. En une année, il sera obligé de déléguer, il sera obligé de faire des choix, de faire des arbitrages qui vont se faire soit sous la pression de l'agenda politique ou de l'opinion publique qui peut être sensible à un moment donné à une question. Et donc là, on va avoir une défense des droits qui ne répondra pas au principe d'indivisibilité des droits de l'homme qui interdit de faire des choix et des arbitrages. C'est autant la lutte contre les discriminations que la défense des enfants, que la déontologie de la sécurité. Et sans doute débordé, le défenseur des droits devra faire des arbitrages. Enfin, pour finir, je voudrais juste souligner que toute institution vit par l'homme qui l'incarne, et que l'on attend donc du futur défenseur des droits qui puisse la faire fonctionner en permettant la plus grande autonomie aux collèges qui ont été institués, si l'on veut voir un peu défendue ou du moins préserver la défense des droits de l'enfant, l'égalité et la déontologie de la sécurité. Mais j'avoue pour ma part être particulièrement sceptique sur les possibilités qu'aura ce défenseur d'exercer une véritable défense des droits.